Bonjour Nicolas. Bonjour Caroline. Ravi d'être avec Nicolas Froissart. Alors vous connaissez peut-être pas Nicolas, donc à quoi tu œuvres professionnellement Nicolas et aussi personnellement et notamment sur ton compte LinkedIn? Alors, je suis un des dirigeants d'une des plus grandes organisations non lucratives en France et au-delà, qui s'appelle le groupe SOS, et qui met en place, qui invente des solutions, notamment pour les plus précaires, les plus vulnérables d'entre nous. Et donc à titre personnel, tu te présentes comme un allié du féminisme, et notamment sur LinkedIn. C'est un peu une tribune, pas que sur ce sujet-là, mais notamment. Non, sur plein de sujets, oui. LinkedIn me reconnaît comme un des principaux influenceurs ou créateurs de contenu, je ne sais pas trop comment appeler ça en France. Et j'essaye effectivement de parler de pas mal de sujets, y compris la question de l'égalité femmes-hommes, des droits des femmes, parce que je pense que c'est important que des hommes aussi s'expriment sur le sujet. Évidemment pas pour expliquer aux femmes ce que doit être le féminisme, mais pour avoir une conversation qui, à mon avis, est indispensable avec les hommes aujourd'hui sur ce sujet. Alors, tu m'as dit par SMS tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui t'avait énervé, mais tu ne m'as pas dit quoi, donc c'est du live. Sur ce sujet-là, oui. Alors, c'est un peu lourd, et puis ça dépasse le cadre du travail, mais je pense que la façon dont on travaille dans nos organisations, dans nos entreprises, raconte aussi notre société, la société dans laquelle on est. Et quand on est entrepreneur, entrepreneuse, la façon dont on organise son entreprise, c'est aussi en fonction de ses propres valeurs. J'avais une discussion hier avec ma fille et qui me dit, et c'est pour ça qu'il faut que nous, les hommes, on avance un peu sur le sujet, elle me raconte que elle a, parmi ses amis ou amis d'amis, 5 jeunes filles de son âge, elle a 18 ans, elle passe son bac cette année, qui ont été victimes de viol. Voilà. Et je pense que c'est massif aujourd'hui, et je pense que malheureusement on ne parle pas suffisamment de ça dans notre société. Alors moi je creuse le sujet, après on s'aperçoit vite qu'un viol sur 100 aboutit à des sanctions pénales. Il y a un énorme sujet, et je trouve qu'on n'est pas à la hauteur, et notamment nous les hommes. Donc je pense qu'il est temps vraiment de se bouger et d'essayer d'être des alliés effectivement dignes de ce nom, du féminisme ou du droit des femmes, peu importe comment on appelle ça. Mais... Il y a un livre magnifique à lire qui s'appelle « Réinventer l'amour » de Mona Chollet, qui est un essai, je trouve, très fort et très bien documenté sur justement toutes les relations hommes-femmes qui culturellement et sociétalement mettent le masculin d'un côté, le féminin de l'autre, et comment effectivement on crée une société qui malheureusement a certaines dérives et déviances encore malheureusement en 2023. Massive. Alors, être acteur, être actrice des évolutions sociétales en tant qu'entreprise, moi je travaille sur le sujet depuis quelques années, j'ai notamment un podcast sur le sujet, et en fait ce qui m'est apparu depuis que je me documente, c'est qu'en fait, quand bien même on est un acteur économique et qu'on parle d'égalité professionnelle, il faut quand même avoir conscience que c'est un sujet qui est au carrefour d'une sphère publique. Ça, c'est récemment, j'étais sur le GR34, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce que ça vous dit, vous, les deux personnes, n'est-ce pas, qui sont là. Bon, moi, personnellement, quand je fais une randonnée, je ne suis pas en robe. Voilà. Mais bon, voilà. Et là, c'est vrai que, alors déjà, on peut se poser la question, pourquoi avoir mis un picto ? Parce qu'en fait, GR, moi, je vois bien la flèche, je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'une signalétique en plus. Et puis, bah voilà, l'homme avec le bâton qui porte le sac, et puis qui, forcément, il ouvre la voie, il montre le chemin. C'est ça, Nicolas. Voilà. Mais en fait, vraiment, moi, c'est la robe. Là, la robe, je me suis dit, non, mais là... Un peu fatigue quand même, parce que même sur un GR, je suis en robe, non. Bon, ils n'ont pas mis le sac à main, c'est déjà pas mal. Bon, par contre, c'est une super région, c'est un super GR, c'est à Binic, pour ceux qui connaissent la baie de Saint-Brieuc jusqu'à Paimpol, je vous le recommande. C'est un sujet, évidemment, de sphère professionnelle. Alors, j'adore cette BD. L'État verrait d'un bon œil qu'une femme prenne la direction du groupe. La femme de qui ? Bah oui, donc ça c'est bien, c'est des satires, tu vois, ça fait passer des messages. Moi je pense qu'avec l'humour et la dérision, on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Et puis c'est un sujet évidemment de la sphère privée. Ça c'est la BD d'Emma. On en parlait quand on a fait le podcast ensemble. La BD d'Emma, si vous ne la connaissez pas, c'est elle qui a
poser le sujet de la charge mentale des femmes, au-delà d'ailleurs du temps de charge fonctionnelle des tâches domestiques qui est toujours beaucoup plus élevé que celui des hommes, c'est la charge mentale. Il y a un compte Instagram aussi, t'as pensé à, hein, voilà. T'as pensé, hein, qui est aussi pas mal. Donc, moi, le message que je veux faire passer en préambule, et je pense qu'avec Nicolas, on partage ça, c'est que, et t'as commencé effectivement par un sujet très grave, mais en tant qu'entreprise, on est aussi responsable, je crois, vu le temps qu'on passe quand même en entreprise et dans son emploi, de véhiculer et de voir comment on peut sensibiliser sur ces sujets. Moi, je dis toujours que c'est un peu une forme d'araignée, quoi, donc une sorte de maillage de tout ce qu'on peut faire. Comment ça te fait réagir, le GR, la réunion ou la BD ? Ben ça fait partie de notre quotidien. Et voilà, je pense que j'ai commencé par un sujet grave. Il y en a des moins graves, mais en fait, c'est partout. C'est des messages qu'on reçoit dès le plus jeune âge et qui traduisent une forme de croyance dans notre société que les hommes sont supérieurs aux femmes. Et voilà, et ça va des pictos jusqu'à des choses beaucoup plus graves, jusqu'à interrompre les femmes en réunion dans la sphère professionnelle, leur apprendre leur métier alors qu'elles ont parfois beaucoup plus d'expérience et de compétences que nous. Enfin, voilà, donc oui. Il faut ouvrir les yeux, en tout cas, je pense. Et ça a même ruisselé au Festival de Cannes avec Léna, hein, qui a eu le malheur, manifestement, de porter une robe maillot de bain. Ça n'a pas plu à tout le monde pour les cuisses. Donc, vous voyez, comme quoi on est encore sujet, quand même, effectivement, en tant que femme, à être jugé sur son enveloppe corporelle. Alors, tu es assez habitué, moi c'est nouveau pour moi, mais toi tu es plus habitué que moi, à devoir lire les réactions sous tes posts, qui parfois... alors il y a évidemment beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance sur ce que tu écris, mais il y a aussi différentes teams de réactions. Alors c'est une première typologie qu'on vous propose, hein, c'est un work in progress. Est-ce que tu veux commenter certaines ? Oui, alors moi, la réaction que j'ai le plus, et je crois que toutes les personnes, et notamment les femmes qui essayent simplement sur les réseaux sociaux ou ailleurs d'expliquer ce qu'elles vivent au quotidien, il y a le fameux, alors je ne sais pas dans quelle catégorie il est là, mais le fameux not all men. Donc les hommes vont se ruer tout de suite pour dire à quel point tous les hommes ne sont pas comme la situation qui est décrite. Et ça sert à rien, en fait. Voilà, moi, ça fait partie des choses que j'essaye de dire. C'est-à-dire, on s'en fout que vous soyez parfait. Enfin, déjà, personne ne l'est. Je pense pas qu'il y ait un homme en France, sur Terre, qui soit capable d'affirmer qu'il a jamais fait preuve de sexisme. Donc, un peu d'humilité, ça fait pas de mal. Et puis, effectivement, ça sert à rien de dire que tous les hommes ne sont pas comme ça. Enfin... Oui, puis c'est pas constructif, en fait. Ça dit pas. On attendrait plutôt une réaction de comment je peux aider, en fait. Comment je peux aider ? Je pense que c'est ça qui est important. Et alors, c'est pas forcément facile, mais non. Comment, effectivement, sur ce sujet, sur beaucoup d'autres, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un peu l'enjeu, c'est que les citoyennes, les citoyens s'impliquent sur beaucoup de sujets, et celui-là notamment, et voilà. Et il y a quand même, en plus, tu le disais, Mona Chollet, je pense qu'aujourd'hui, il faut s'informer, notamment nous, et surtout nous, les hommes, et il y a quand même beaucoup de façons de s'informer. Moi, j'étais à un spectacle... il n'y a pas très longtemps, spectacle féministe où une femme explique justement, mais de façon justement avec l'humour dont tu parlais, comment elle vit ça au quotidien et comment justement on peut collectivement évoluer. Et sur le Not All Men, elle prenait un exemple qui est assez parlant. Elle disait, si vous avez des bonbons, des M&M's dans un sachet, et que dans le sachet de M&M's, vous savez qu'il y en a 2-3 qui sont empoisonnés. Vous n'allez pas dire oui, mais bon, c'est pas grave, les autres sont super. C'est ça. Donc, et voilà, et donc ça n'a aucun intérêt, effectivement, quand une femme ou des hommes qui sont des alliés commencent à prendre le sujet et s'exprimer sur le sujet. Mais ça, voilà, c'est des choses qui concernent surtout les mecs. Ça ne sert absolument à rien de dire, voilà, moi, je ne suis pas comme ça. Il y a aussi le fameux « vous desservez votre cause ». Ça, c'est aussi un grand classique. Oui, parce qu'avec la peur derrière, moi, ce que je ressens quand il y a ça, c'est un peu la peur
du rejet et de l'abandon. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes qui le disent, c'est mais il faut arrêter, c'est la guerre des genres, bientôt, du coup, tous les mecs vont nous rejeter. Donc ça, c'est syndrome de l'abandon. 5 blessures de l'âme, si vous voulez consulter sur ces peurs-là. Il y a la team du déni, qui est quand même la première. Moi, tu vois, dans des conversations, en tous les cas, tous les jours, c'est « Oh, mais ça va quand même, c'est bien, on a quand même vachement avancé, regarde, il y a le congé paternité, ah bah oui, super, 7 jours obligatoires. » Ouais. Il y a un peu... et puis surtout, quand on regarde l'histoire, et on le voit aussi en ce moment dans d'autres pays qui sont en train de régresser sur des sujets d'égalité ou de libération, d'appartenance de son propre corps, si je dois parler de l'avortement aux États-Unis, il y a quand même des sujets... On sait très bien que dans l'histoire, il y a eu des hauts et il y a eu des bas, quoi. 1805, Code Napoléon, on est de revenus de mineurs, alors que juste après la Révolution française, on avait un statut. Napoléon qui a le droit aux honneurs de la République, alors qu'il y a des citations misogynes qui sont assez extraordinaires. Il faut regarder ce que disait Napoléon sur les femmes. Ça a été mentionné, et effectivement, il y a eu cette polémique-là. Donc, c'est vrai que c'est un sujet difficile. C'est pas facile de prendre la parole là-dessus, parce qu'on sait très bien qu'on va avoir des différentes teams, hommes et femmes, d'ailleurs, assez mélangés. Mais encore une fois, c'est plus aussi souvent par méconnaissance, je trouve, de ces sujets. Or, il y a quand même plein de choses qui existent aujourd'hui. Alors, si on doit parler action, moi, je vais parler de celle-ci. C'est une action de sensibilisation collective. C'est la fresque de l'équité homme-femme, qui a été créée par l'association The Wonders, donc Fatou Ndiaye. Et donc, on est une trentaine de facilitatrices aujourd'hui en France. Et pour l'avoir fait, alors pour ceux qui connaissent la fresque du climat, c'est le même principe. C'est des cartes. Et à travers ces cartes, ça ouvre un espace de dialogue et un temps pour justement mettre des informations partagées et des informations qui concernent tout. C'est là l'intérêt de cette fresque, c'est qu'elle est à la fois sur des données de carrière, des données de rapport à l'argent, des données de santé. Il y a aussi des inégalités dans la santé. On est traité, il y a 1 heure de différence de traitement pour un AVC chez une femme parce qu'en fait, il y a méconnaissance des symptômes et parce que les femmes, en fait, on a plutôt tendance à s'occuper des autres que de nous. Et c'est les femmes qui le disent aussi et c'est le constat des médecins. Donc, vous voyez, c'est des sujets vraiment très imbriqués, très complexes. Et vraiment, cette fresque, elle rend compte de ça et elle rend compte aussi du fait de la visibilité. Alors, a priori, on sait tous maintenant qu'il y a seulement 6% des rues et des boulevards qui sont au nom des femmes, mais c'est mieux de dire qu'il y a 94% c'est au nom des hommes, idem pour les statues. Donc toutes ces représentations. C'est le même sujet d'ailleurs sur les musées. Moi c'est vrai que pendant longtemps j'allais au musée, ça me choquait pas, et puis au fur et à mesure je m'informe, j'ouvre les yeux justement, et les dernières fois je vais au musée, je sors, je suis pas bien, parce qu'à un moment donné, quand on ouvre les yeux, on voit à quel point il y a très peu d'œuvres. Et du coup, j'ai regardé, je crois que c'est là, c'est à peu près les mêmes chiffres, je crois que c'est 6% des œuvres dans les musées français qui ont été réalisées par des femmes. Alors là, le livre de référence, c'est Titiou Lecoq, l'invisibilité des femmes tout au long de l'histoire, c'est très riche. Mais il y a des outils, aujourd'hui, qui peuvent commencer à mettre le dialogue, parce que le sujet de l'égalité professionnelle, il se joue aussi dans tous ces espaces et dans toutes ces sphères, et le lieu de travail n'est que finalement un carrefour de tout ce qui se passe dans l'espace public et dans l'espace privé. Sensibilisation individuelle ? Oui, ça fait partie effectivement de ce qu'on disait sur des hommes qui essayent de porter des messages auprès d'autres hommes. Donc là, c'est Sébastien Garcin qui a créé qui depuis longtemps travaille sur le sujet et qui a créé une newsletter pour les hommes, plutôt pour les hommes. Évidemment, les femmes peuvent aussi s'y abonner, mais l'idée c'est ça, c'est comment des hommes peuvent entamer une conversation sur ce sujet-là. Personne n'a les solutions, on le disait, mais voilà, il y a quand même certains hommes qui travaillent sur ce sujet-là. Je ne sais pas si on peut les appeler déconstruits ou pas, mais en tout cas, ils bossent sur le thème. Ils ont écouté, ils ont lu des féministes. Je pense que c'est ça qui est important, parce que par rapport aux réactions que tu disais sur les réseaux sociaux, c'est vrai que quand on échange avec des hommes, on s'aperçoit à quel point déjà ils gèrent mal leurs émotions. Donc ça, c'est un truc aussi sur à force de dire aux petits garçons qu'il faut pas pleurer, ça donne un cataclysme sur les réseaux sociaux. Mais ils sont aussi peu informés sur ces sujets-là. Donc il faut lire Mona Chollet, effectivement, il faut lire. Il y a plein d'autrices qui sont formidables sur Titiou Lecoq, effectivement. Et puis, mais même, c'est vrai que c'est assez surprenant. Hein. Moi, j'ai jamais été choqué de ma vie par un propos ou par une féministe, par un propos féministe. Et même quand une femme dit que elle ne lit plus ou
de façon provisoire ou définitive des livres ou par exemple écrits par des hommes, je peux comprendre. Enfin, quand on a baigné effectivement autant de temps dans de la littérature, dans la culture quasiment exclusivement masculine, je peux comprendre ça. Même l'histoire des barbecues me choque pas. Enfin, oui, d'accord. Je veux dire, ça va, il n'y a pas, non. Il y a pas mort d'homme. Non, c'est ça. Pour terminer, l'action politique, évidemment, vous aurez reconnu Marie-Pierre Rixain, donc avec la loi donc qui se présente bientôt quand même, 2027, c'est demain, il faut s'y préparer. Les quotas, il y a des gens pour, il y a des gens contre. On fait comment ? Ou comment ? Je ne sais pas si on a la solution. Il faut passer par les quotas, je pense, effectivement, pour une forme de révolution culturelle. Malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais en tout cas, on n'a pas trop le choix. Et je trouve qu'il y a des entrepreneurs, Sébastien qu'on évoquait, et d'autres, qui s'imposent aujourd'hui une stricte parité. Je trouve ça intéressant et il y a des gens qui critiquent ça, mais parfois ils disent voilà, faut arriver à la parité. Donc sur ce type de poste, je m'impose de recruter une femme et donc je ne regarde pas les CV des hommes. Tout à fait. Après, comment, du coup, on accompagne ça ? Parce qu'effectivement, le quota, ça peut, en tant qu'homme ou en tant que femme, on peut se dire il y a une forme d'injustice, mais en fait, c'est juste une forme de rattrapage. Et si on ne fait pas les quotas, je pense que dans 130 ans, il y a eu une statistique qui est sortie là-dessus, on n'aura toujours pas beaucoup avancé. Et moi, je crois qu'il faut qu'on finisse, mais c'est un de mes trucs, c'est de dire, parce qu'effectivement, tu peux considérer aussi que pour les hommes, c'est violent d'entendre dire à un moment donné, on ne va pas regarder ton CV parce que sur ce poste-là, on recrute une femme. Donc il faut aussi, et là c'est encore plus complexe, inventer une société dans laquelle on n'exclut pas, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont exclus, qui se retrouvent, on est quasiment à 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, beaucoup de femmes, il y a des hommes aussi, donc il faut aussi qu'on invente une société qui exclut beaucoup moins, et dans laquelle les hommes seront aussi peut-être un peu plus apaisés. Merci Nicolas, on œuvre à tout ça, tous ensemble. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.